Voilà, donc je vais aborder pour ma part les aspects hydrodynamiques et vous parler plus particulièrement des études qui sont menées depuis maintenant quelques années à EDF pour essayer de développer un outil numérique qui nous permette de mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème et puis un modèle qui sert également de prérequis pour la modélisation biogéochimique dont on vous parlera, je pense, demain. Voilà, donc du point de vue, une petite introduction du point de vue de l'hydrodynamique, que représente l'étang de Berre. Donc, l'étang de Berre, c'est d'abord une masse d'eau qui est confinée, bien qu'il y ait des échanges au travers du canal de Caronte, mais géographiquement, c'est quand même un milieu qui est très confiné. C'est une masse d'eau qui est peu profonde et du point de vue hydrodynamique, ça va avoir beaucoup de conséquences. Et c'est également un milieu où se superposent beaucoup de forçages physiques, des apports d'eau douce d'une part. On est dans un milieu confiné, peu profond, donc des phénomènes de pluie et d'évaporation qui vont avoir un rôle important. On est dans une région qui est très ventée, donc des effets de vent également. Et puis, on a tout de même une ouverture vers la mer Méditerranée et donc des effets de marée qui vont se jouer via le canal de Caronte au sud. Donc, du point de vue de la dynamique, on va avoir une dynamique qui est complexe, qui va être la superposition de différents moteurs de circulation, la marée d'une part, le vent, et également les effets de flottabilité liés à la superposition de masses d'eau d'origine différente et de densité différente. Et puis on va avoir enfin des effets 3D importants, des effets sur la circulation, un milieu confiné avec du vent, on va avoir des recirculations verticales qui vont être importantes, et puis également des effets 3D de densité, avec la rencontre de masses d'eau différentes et donc des stratifications qui vont se mettre en place. Donc l'objectif du modèle numérique, c'est d'une part de comprendre le fonctionnement hydrodynamique de l'étang. Ensuite, le modèle hydrodynamique, c'est un prérequis pour pouvoir réaliser une modélisation biogéochimique. Donc il va devoir fournir les données d'entrée nécessaires à la modélisation biogéochimique. Et puis enfin, le modèle va nous permettre de tester des scénarios de gestion et des stratégies de réhabilitation. Pour construire notre modèle, on va devoir prendre en compte donc, tous ces objectifs-là et on va avoir besoin d'un modèle numérique qui calcule l'évolution des masses d'eau. Donc on va avoir besoin des courants, de la salinité, de la température, en réponse aux différents forçages dont je vous ai parlé dans le transparent précédent, que sont la marée, le vent et les effets de flottabilité. Donc, une attention particulière va devoir être apportée à différents points. D'une part, la capacité de l'outil à reproduire la stratification, qui va vraiment être un point clé. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des effets importants. Donc, il faut bien garder en tête que seul un outil 3D est pertinent dans le cas de l'étang de Berre. Donc, au LNHE, donc, qui est un département de DF-R&D, on développe tout un tas d'outils numériques pour répondre à tous nos besoins et toutes les questions qu'on peut se poser. Comme vous voyez, il y a des outils suivant toutes les dimensions d'espace, des outils 1D, 2D, 3D, des outils qui répondent aux questions concernant l'hydraulique, la sédimentologie, la qualité d'eau, les écoulements souterrains, les vagues. Tous ces outils sont développés et maintenus au sein d'un programme de recherche qui actuellement s'appelle Plateforme hydro-environnementale 2010-2015. Et l'outil qui nous intéresse dans le cas de l'étang de Berre va être un outil d'hydraulique à surface libre, un outil 3D. C'est celui que j'ai pointé avec la flèche, donc qui s'appelle Télémac 3D. Je vais maintenant vous décrire le modèle numérique que l'on a développé. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il s'appuie sur le logiciel de calcul Télémac 3D. Dans sa version, sa dernière version, donc avec les tout derniers développements, qui est la version V6P0, c'est un code 3D en éléments finis, c'est-à-dire que l'espace est représenté par des mailles triangulaires, donc en 2D, des prismes lorsqu'on prend en compte le 3D. Ça permet de raffiner le maillage dans les zones qui nous intéressent et puis de bien suivre le contour des côtes. Sans rentrer dans les détails, c'est un modèle qui résout les équations classiques de l'hydrodynamique 3D, donc les équations de Navier-Stokes à surface libre. La surface du plan d'eau évolue. Le modèle calcule cette évolution du plan d'eau, de la surface du plan d'eau. Le modèle utilise un modèle de turbulence qui est adapté au milieu stratifié. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va avoir rencontre de masses d'eau très différentes. La turbulence, c'est un processus qui a tendance à mélanger les masses d'eau. Et là, en présence de stratification, on a au contraire une inhibition de ces mélanges turbulents. Donc il faut prendre en compte un modèle de turbulence qui prenne en compte ce phénomène. Ensuite, du point de vue physique, les contraintes qu'on va appliquer au modèle sont d'une part les rejets d'eau douce, donc Arc, Toulouse et Saint-Chamas, qui vont être pris en compte par le biais de leur débit, la température de l'eau douce et la salinité nulle. En limite marine, on va prendre en compte la variation de la hauteur d'eau, donc de la marée, et puis la température et la salinité de l'eau de mer. Et puis en surface, on va prendre en compte le vent, l'évaporation, les précipitations et puis la température de l'air.
On va faire tourner notre modèle et en sortie, on obtiendra en tout point du domaine, qui comprend, comme vous le voyez, l'étang de Berre, le canal de Caronte et puis une partie du golfe de Fos. On aura les 3 composantes de la vitesse suivant les 3 directions d'espace, la salinité, la température et également les variations de la cote de surface libre. Voilà, donc je vous montre à présent le maillage que l'on utilise pour nos calculs. Donc au sud, donc, la Méditerranée, une partie du golfe de Fos, le canal de Caronte et puis l'étang de Berre. On a un maillage qu'on peut adapter en fonction des zones que l'on veut représenter plus précisément. Sur la verticale, on a un milieu peu profond, donc on a vraiment des processus qui se passent à échelle spatiale assez faible. On veut donc un maillage qui soit bien raffiné. On a des mailles qui varient entre 20 cm et 80 cm. Et puis ensuite, on a essayé sur l'horizontale de raffiner les zones à singularité, typiquement le canal de Caronte, les entrées de Saint-Chamas, Arc-Touloubre, avec des mailles qui sont au minimum de 10 mètres et les mailles les plus grandes qui sont celles qui sont situées au large, donc côté marin, de 600 mètres. On a au final un maillage qui fait un peu plus de 115 000 éléments avec 31 plans verticaux pour décrire la colonne d'eau. Pour vous donner une petite idée des temps de calcul et des temps de simulation, 3 mois de temps physique, donc de temps réel simulé, tourne en un peu moins de 5 heures sur 64 processeurs, donc c'est un code qui tourne en parallèle. C'est le nerf de la guerre puisqu'on veut faire des simulations assez longue durée, donc il faut que ça tourne vite. À la fois, c'est un domaine qui évolue très vite et pour vous donner un petit ordre de grandeur, il y a 1 an de ça, on tournait pour à peu près le même, pour 3 mois de temps physique, on tournait sur 256 processeurs sur une autre machine en 12 heures. Donc ça va très vite et on bénéficie de toutes ces avancées et des nouvelles machines. Voilà. Une fois que le modèle est construit, que la géométrie du modèle est construite, le maillage, les étapes suivantes sont la calibration et la validation du modèle. Donc la calibration pour essayer d'ajuster des paramètres de calage du modèle pour essayer de reproduire au mieux certains jeux de données. Pour le modèle de l'étang de Berre, on s'est basé sur des données de 1996. On a calé certains paramètres comme le frottement au fond ou l'entraînement par le vent pour essayer de se caler au mieux sur ces données-là. Et puis une fois que le modèle est calé, on le valide en essayant de jouer d'autres séries de données, d'autres chronologies et de vérifier qu'en ne touchant pas au modèle, on restitue bien les mesures. Donc la validation du modèle a été effectuée sur des mesures 2005 dans le canal de Caronte et puis également sur le réseau de suivi physique qui est mis en place depuis 2006 et qui nous donne accès à de longues chronologies de séries de données. Donc, je vous décris le réseau de suivi physique, donc des mesures en continu depuis septembre 2006. On a des mesures à Caronte de salinité et température à 5 profondeurs, des mesures de courant et de hauteur d'eau. On a 3 stations centrales où on a des mesures de salinité et température en continu à 5 profondeurs. Et puis ponctuellement, on a des campagnes de courant et de houle. Et puis enfin, 7 stations littorales où on mesure la salinité et la température à 1 mètre du fond. Donc voilà, de longues séries de données pour calibrer et valider nos modèles. Donc le but de la validation du modèle, c'est également de vérifier la capacité du modèle à représenter les phénomènes physiques que l'on peut rencontrer sur le terrain. C'est d'une part la capacité du modèle à bien représenter les vitesses. Ce que je vous ai montré, ce que j'ai représenté sur la figure, ce sont les vitesses à Caronte, en surface, à 2,50 m de la surface et au fond. Les courbes bleues représentent les sorties du modèle, la courbe noire continue, ce sont les mesures. Et comme on peut voir, il y a une bonne superposition des mesures et des simulations, notamment en surface, où on voit bien que le modèle reproduit très bien les intensités de courant. Dans les temps, le modèle a tendance à sous-estimer globalement les courants. C'est un point sur lequel on est en train de travailler actuellement et je vous en reparlerai en conclusion. Dans le canal de Caronte, on voit donc une bonne représentation des vitesses. On voit une alternance de courants entrants et courants sortants. D'un point de vue phénoménologique, on voit bien que la marée ici est le moteur de la circulation dans Caronte en faisant rentrer de l'eau marine et en faisant sortir de l'eau saumâtre avec une succession d'épisodes d'entrée et de sortie d'eau